Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Scène en Lumière, votre émission consacrée aux arts de la scène et au théâtre. Cette émission se déroulera en deux parties. La première partie sera consacrée à un spectacle musical, Le Phénix de ces dames, joué au studio Hébertot. Pour en parler, je recevrai deux pianistes qui raconteront la genèse et les enjeux de production, Valérie Guérin-Descouturel et Véronique Durville. Pour la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Charles Mollet, coproducteur de la maison de production Polaris, pour le spectacle qui s'appelle La véritable histoire du Père Noël, joué dans un hôtel particulier du 5e arrondissement, absolument merveilleux. A tout de suite dans Scène en Lumière. Quand trois pianistes désacralisent le récital par la découverte d'un piano pas comme les autres, le Phénix. De leurs 30 doigts véloces, elles vont composer, cadencer et accrocher l'attention avec humour, rage et fantaisie dans une mise en scène burlesque et déjantée. Bonjour Valérie Guérin-Descouturel et Véronique Durville. Bonjour. Et merci d'être parmi nous. Nous manque Lucie Chouvel, qui n'est pas là, mais vous avez apporté un de ses accessoires. Sa perruque, parce qu'il s'agit d'un spectacle musical hors du commun, autour d'un seul piano, le Phénix, et vous jouez à trois dessus. Comment est né ce spectacle? Comment est née l'idée de ce spectacle? Alors l'idée est partie d'une envie de jouer à plusieurs sur le piano. Et le quatre mains, il y a beaucoup de pianistes qui jouent à quatre, mais à six mains, c'est plus rare. Je connaissais Véronique, je connaissais Lucie, mais elles ne se connaissaient pas. Et j'étais sûre qu'on pouvait bien s'entendre. Et on a commencé à travailler. Et puis, on a travaillé avec notre metteur en scène, Geneviève Brett. Et le spectacle s'est construit comme ça, en partant d'une musique, d'envie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et surtout, on avait envie de s'amuser avec le piano, avec la musique classique. Et voilà, on a construit ce spectacle ensemble. Et donc, le Phénix, c'est un piano particulier, en trois parties. Le Phénix, donc, les plumes, racontez-nous l'histoire un petit peu là de ce piano. En fait, le piano Phénix, c'est Valérie qui nous l'a fait découvrir. Donc, en tout cas, s'agissant du piano, elle va vous en parler mieux que moi, parce qu'elle connaît l'origine. Alors, j'avais regardé, j'ai trouvé sur Facebook un post qui disait, voilà, un piano formidable qui marche sur batterie, on peut jouer partout, un piano nomade, on peut jouer partout avec. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, moi qui ai toujours envie de jouer partout en extérieur. Et j'ai contacté l'inventeur, Shaki Baboubi, et il m'a dit venez, on est devenus amis et vraiment je suis tombée amoureuse de ce piano. On peut vraiment jouer partout. Il marche sur batterie, il a un toucher extraordinaire, on dirait vraiment un piano, on arrive vraiment à jouer voilà, on a apprivoisé l'instrument, on a apprivoisé la bête, on a apprivoisé le Phénix et on a vraiment un jeu comme sur un piano, un vrai piano. Et donc, oui, il se plie pour rentrer dans une valise. En fait, l'idée, c'est de pouvoir le mettre dans son coffre. Effectivement, dans une petite voiture, on peut transporter ce piano. Ouais, c'est incroyable, on le voit sur scène, c'est tout à fait incroyable. Oui. Et on en joue, voilà, justement, de toute cette mobilité, puisqu'il est monté sur roulette et du fait qu'il peut se plier. Mais on ne va pas divulgacher. Voilà. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. Et comment avez-vous choisi les morceaux de musique? Parce qu'on entend du Rossini, du Lavignac, du Chopin, du Bach, du Beethoven. Pourquoi ces compositeurs? Alors, à la base, il y avait quand même cette idée de faire découvrir un éventail, faire un petit parcours sur une histoire de la musique au piano, mais les choses se sont faites au fur et à mesure. C'est vraiment une création collective. Donc le jour où nous sommes rencontrés pour la première fois avec la metteur en scène, on avait quelques idées musicales et surtout, il s'agissait pour Valérie de transcrire des pièces écrites à l'origine pour piano de main, de les faire pour six mains, mais surtout, ce qui était l'enjeu, c'était qu'il y ait une chorégraphie des mains. Parce qu'évidemment, les arrangements de Valérie ne sont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous nous voyez souvent lors du spectacle. Les mains croisées. Les mains croisées. Donc, c'est une véritable chorégraphie. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Et je rebondis justement par rapport au studio Hébertot et finalement de sa configuration qui fait que les spectateurs
voient très bien ce qui se passe, puisqu'en fait, ils sont en hauteur, donc il y a un jeu évidemment avec nos mimiques et autres, mais il y a ce qui se passe aussi avec nos mains. Vous savez, souvent les gens sont fascinés par les mains des pianistes. On veut souvent être près des mains des pianistes. Ben là, en fait, elles sont au premier plan. Et ça, c'est vraiment super. Oui, puis un jeu avec le miroir parfois, où on voit encore mieux vos mains quand vous nous tournez le dos finalement en Oui, public, oui. hein. ça, Il y a toute c'est une mise une en belle scène. image poétique à la oui, fin. Démultiplication des mains, oui. Ah oui, Oui. qui est superbe. Et la metteur en scène, donc Geneviève Brett, est musicienne mais pas pianiste. Et donc, elle a beaucoup appris de vous, beaucoup travaillé avec vous pour faire la mise en scène. C'est-à-dire, elle nous demandait est-ce que c'est possible. Alors, on disait on va essayer. Et nous, on a repoussé aussi nos limites dans les possibilités. Et on a fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginé pouvoir faire. Oui, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'était de prendre des pianistes et il y avait vraiment de la direction d'acteurs, parce qu'en l'occurrence, il y a tout un jeu de clown. Puisque vous avez remarqué, il n'y a aucune parole, enfin très peu de paroles. Donc, on devait simplement, par notre faciès, dire un maximum de choses. On en revient peut-être même aux prémices de ce spectacle, puisqu'on a commencé le premier rendez-vous où on a parlé de ce spectacle. Geneviève a déjà ciblé les personnages en fonction, bien sûr, de nos caractères. Donc, en fait, tout s'est fait aussi comme ça, vous voyez, c'est-à-dire de rebondir sur le caractère de chacune d'entre nous. Et ça a été même difficile pour le rendre visible par les spectateurs dès le début. Dès l'entrée du spectacle. Sans parler qui nous sommes, quel personnage nous sommes. Ouais. Et la chose intéressante pour les instrumentistes, enfin en l'occurrence moi j'ai vraiment beaucoup travaillé cette chose-là, c'est qu'en fonction du tempérament qu'on a, ça ne doit pas influer sur le jeu. Vous voyez ? Ah oui. C'est-à-dire que moi qui ai dans ce spectacle un caractère un peu autoritaire, diva, et souvent je dois jouer pianissimo pour pas couvrir mes collègues, et pourtant je dois montrer quelque chose avec du tempérament. Donc apprendre à dissocier complètement. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on ne travaille pas dans notre formation de musicienne classique. Ouais. Donc on s'est aperçu qu'on avait des bras, des jambes, un cou, enfin tout ce qui pouvait être très mobile, et en même temps ne pas faire en sorte que ce qui se passait ici soit... Ah oui, oui, prépondérant. Absolument, voilà. Absolument. Et ça, c'est vraiment un travail extraordinaire. Ouais, extraordinaire. C'est très formateur. Oui. On devrait enseigner ça même. Oui, je comprends, parce que c'est une vraie performance en fait que vous nous offrez pendant 1h05. C'est fou, quoi. Mais c'était le postulat de départ, c'est de dire jouer fermez tout les yeux. Par cœur. Et que quand les spectateurs ferment les yeux, ils ne puissent pas imaginer qu'on soit trois à jouer à l'envers, debout. On fasse des clowneries, en fait. Oui. Parce qu'il y a des clowneries, mais il y a énormément de poésie. Oui. Énormément de poésie. Oui. Et ça, c'est pareil. Vous le rendez toutes les trois merveilleusement, avec la mise en scène de Geneviève Brett. C'est pareil, ça, vous avez travaillé. Notamment dans la pièce de Bach, on a réussi quelque chose. Enfin, on se l'est dit après, mais les spectateurs nous disaient à la sortie, cette musique de Bach, cette cantate qui est si belle, en fait, on est dans l'émotion. Et en fait, ce qui se passe sur scène est très drôle. Donc, on n'arrive pas à vraiment rire, mais on sourit dans l'émotion. Et ça, finalement, ce sont deux sentiments qui sont qui ne sont pas souvent mélangés. Donc, on est très heureuse, en tout cas, d'avoir réussi ce pari. Ouais. Garder l'émotion et en même temps se rire. Parce qu'en fait, évidemment, il se passe plein de choses. Quand on a fait écouter cette musique extraordinaire à notre metteur en scène, tout de suite, elle nous a dit « c'est très beau ». Mais on va rire dessus. Ah, c'est bien. C'est bien parce que ça donne de la légèreté, de l'humour, de la tendresse au spectacle. Et en termes de production, comment fonctionnez-vous ? Alors, on fonctionne, on y arrive. Vous vous autoproduisez. Voilà, on n'a pas de producteur. On est à la recherche d'un producteur. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé au studio Héberto pendant 4 mois pour faire des rencontres de producteurs, de tourneurs, de programmateurs, de mécènes aussi. On a lancé une cagnotte parce qu'on a besoin effectivement pour financer ce
projet. Après, là, on sait que c'est une opération pour nous de communication, donc on sait qu'on ne va pas... On ne va pas pouvoir se dégager des cachets, mais on est vraiment heureuse de montrer notre travail. On le considère vraiment comme un lieu de présentation de notre travail et pour essayer de capter justement des personnes. À tous les producteurs qui vont nous entendre, diffuseurs, tourneurs, donc, le Phénix de Sédam, Merci. à prendre en production. Et est-ce que vous pouvez nous parler des défis logistiques que vous avez rencontrés pour monter ce spectacle? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup? Est-ce que... Comme l'envie, c'est d'être autonome. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse que les éléments de décor puissent tenir dans dans une camionnette. Donc, la belle queue de piano là se démonte, se met. Voilà. Donc, c'est plutôt des contraintes comme ça. Après, le Phénix, il rentre dans une valise. On était parti sur l'idée de très peu de décors, de rester sur quelque chose d'élégant. Hein. Vous avez vu, on a juste nos vestes et puis la queue du piano. Ouais. Et donc... Si, le défi logistique, au début, c'était quand même avec cet instrument, parce que vous avez vu qu'on lui donne aussi ses lettres de noblesse, hein, parce qu'il va d'abord être un demi-queue, et puis un petit piano, puis il va grandir au fur et à mesure. Ne serait-ce que ça, penser à un piano, à la queue du piano, c'était ça a été le plus gros défi. un peu compliqué parce que, encore une fois, on n'avait pas un très gros budget. Et finalement, ce côté bric-à-brac comme ça marche bien avec le spectacle. Mais il a fallu quand même beaucoup réfléchir. Oui. Ah oui. Oui, parce que ce piano à queue que là, qu'on symbolise en collé, fait, qu'on symbolise en fait. Collé au clavier finalement, au piano, ça grandit aussi. Il passe d'un demi-queue ou un quart de queue à c'est ça. un queue. C'est ça. Sacrée logistique quand même. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que les choses se sont faites vraiment au fur et à mesure. Vous savez, on est à la fin. Et si le piano se transformait? Et si ceci? Et puis finalement, chacune repart en pensant aux choses. Et puis le lendemain, parce qu'on faisait des sessions de travail sur 3-4 jours comme ça, pour qu'on prenne vraiment... on était dans le bain, quoi. On était dans le bain. Donc, et on a encore plein d'idées pour le jour où on aura de l'argent. Oui, voilà. Bien. Il en faut. Voilà. Il en faut. Et si vous avez une anecdote chacune à nous raconter? Alors, moi, il y avait une petite histoire. En fait, pendant le galop de Lavignac, la première fois qu'on a donné ce spectacle, alors ça sentait un peu la peinture fraîche. Hein, j'avais effectivement, vous avez vu, j'ai ce sifflet souvent. Oui. Et en fait, ce sifflet, je ne sais pas ce qui s'est passé, par une manipulation malencontreuse, le sifflet est tombé à l'intérieur de mon costume et s'est retrouvé vraiment en bas de mon collant, comme ça, à la fin de la... Et ça a tout de suite rebondi chez notre metteur en scène, qui dit le sifflet, et en fait, vous avez remarqué dans oui, c'est ce que je derrière. Je ne vais pas divulgacher, mais cette petit incident a donné finalement l'histoire de ce grand galop, puisqu'il se passe quelque chose avec mon sifflet, justement. Il est très mais c'était très très drôle, ça. Ah oui, c'est amusant. Oui, en effet. Vous avez un grand moment de solitude quand même. Oui, mais comme quoi, il faut toujours rebondir. Il faut toujours rebondir. Oui, complètement. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Véronique. De rien. De nous avoir raconté les coulisses du Phénix de Sédam, et spectacle donc à voir absolument au studio Hébertot. À tout de suite pour la suite de l'émission Scène en Lumière. Le spectacle de la véritable histoire du Père Noël est un parcours spectacle qui se découvre en une dizaine de scénographies et une vingtaine d'acteurs qui nous font vivre cette histoire en immersion complète dans le temps et comme sur un plateau de cinéma, avec les costumes, décors, musique et accessoires. Charles Moillet, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la maison de production Polaris. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire, la genèse de la création de cette maison Polaris? En fait, Polaris a 10 ans et avec Julie Gélune, mon associé, on a souhaité créer une structure qui puisse créer des spectacles vivants dans des lieux de patrimoine. Et en associant à leur création
de vastes communautés de volontaires bénévoles. L'idée, c'était avec nos partenaires qui sont les monuments historiques dans lesquels nous intervenons. On travaille notamment beaucoup avec le Centre des Monuments Nationaux. Et la demande du Centre des Monuments Nationaux et d'autres, c'était en fait de recréer un lien entre les gens qui habitent autour de monuments historiques sur le territoire, mais qui finalement ne les connaissent pas si bien ou n'ont peut-être plus beaucoup d'attache avec ces lieux. Et créer un spectacle qui arrive dans un lieu d'histoire comme ça à un moment donné dans l'année, c'était l'occasion de recréer ce lien en monopolisant en fait tous les gens autour d'un projet, en les impliquant pour qu'ils deviennent les acteurs, les figurants, les équipes coulisses qui supportent le spectacle et qui, ce faisant, entrent pour quelques semaines, pour quelques mois, dans la magie de la création de quelque chose qui les dépasse. Et ça a tout de suite très bien marché. En fait, des tas de gens sont venus, on a présenté des projets, et puis comme ça, au château de Maintenon, au château de Champs-sur-Marne, au château de Rambouillet, au château de Maisons-Laffitte, des tas de gens se sont présentés, se sont mobilisés, et ont commencé à devenir les comédiens, les comédiennes de ces spectacles, et sont venus de partout et de tous les âges. En fait, il y a une mixité dans ces équipes qui est tout à fait stupéfiante. Et puis, une mixité intergénérationnelle aussi, puisque toutes les générations se retrouvent sur les plateaux pour incarner ces spectacles pendant 3, 4, 5, parfois 6 semaines. Donc, c'est vraiment un moment donné, et on accueille comme ça, sur une période, entre 20 et parfois jusqu'à 40 000 spectateurs dans un monument historique qui souvent d'ailleurs fait beaucoup moins de visiteurs à l'année. Donc l'enjeu pour le château est double, se faire connaître, se faire voir, faire découvrir son histoire et son existence et sa programmation, et aussi mobiliser toute une communauté, le château devenant ainsi l'écrin d'une aventure humaine tout à fait inédite, exceptionnelle, inattendue. Et le public est au rendez-vous, les volontaires sont au rendez-vous depuis 10 ans. On a la chance d'avoir des équipes exceptionnelles, fabuleuses, qui nous accompagnent de spectacle en spectacle, de site en site. Et puis, avec les années, des tas de projets se sont présentés. Et plus récemment, le Grand Hôtel des Rêves à Paris, qui est encore un autre format d'implication d'équipe, puisqu'au Grand Hôtel, il n'y a que des comédiens professionnels. Et à chaque fois, la même vision, cette fois-ci scénographique. L'idée, c'est que les spectateurs vont arriver par petits groupes de 30 et vont faire un parcours à l'intérieur du monument. Le spectateur est toujours mobile et toutes les 5 minutes, il change de scène, il progresse dans le monument, il découvre le monument, ses décors et le spectacle entraîné par les acteurs de pièce en pièce, un peu comme si vous naviguiez dans comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, dans un décor de cinéma. Vous êtes là au milieu du décor, des comédiens. C'est donc une expérience très réelle qu'on appelle aujourd'hui immersive, mais en fait, on vous plonge dans un rêve, on vous plonge dans une pièce et vous êtes au milieu des comédiens, au milieu des décors. Et ça, pour les spectateurs, c'est quelque chose d'assez nouveau, d'assez improbable, et qui fait que toutes les 5 minutes, on est dans un nouveau décor, on progresse dans l'histoire, et le public adore ça, et ça fait 10 ans qu'il adore ça. C'est formidable parce qu'en effet, parlons du Grand Hôtel des Rêves où se déroule donc la véritable histoire du Père Noël. Il n'y a rien de numérique, tout est en décor réel, c'est absolument magique. Et comment avez-vous réalisé ce partenariat avec dans cet hôtel particulier? Quelle est l'histoire de cette... En fait, l'hôtel Charles Lebrun, c'est un hôtel qui... le terrain avait été acheté par le premier peintre du roi Louis XIV. Il a eu des pensionnaires assez... c'est un hôtel pur 18e, très très beau d'extérieur. Élisabeth Vigier-Lebrun y est passée, Antoine Watteau, Georges Buffon qui dirigeait le Jardin des Plantes, le Jardin du Roi était par là aussi. Ensuite, c'est devenu l'Office public des HLM de Paris. Les Habitats Bon Marché à l'époque, puis les HLM ensuite. Puis, il a été racheté par un groupe de presse entièrement rénové. C'est devenu un lieu de séminaire principalement. Et puis, au moment du Covid, cette activité de séminaire s'est arrêtée. Et puis, les propriétaires ont cherché à retrouver une activité, mais ils voulaient quelque chose d'un peu différent. Et c'est là où on s'est présenté en disant, nous,
on peut faire vivre ce lieu par période dans l'année. C'était un format qui leur convenait assez bien, c'est-à-dire de ne pas partir sur quelque chose de définitif quelque part ou de location très longue durée, mais d'avoir quelque chose de plus événementiel, plus ponctuel pour ainsi dire, et qui soit vraiment du spectacle. Ça les attirait beaucoup. Et donc on est parti avec eux dans une sorte de coproduction en disant on prend un risque ensemble, on crée des spectacles dans ce lieu, et c'est des spectacles qui ne sont pas financés par autre chose que les spectateurs. On me dit mais est-ce que vous êtes subventionné? La réponse est oui, par les spectateurs. Donc en fait non, il n'y a pas de subvention publique, pas d'aide. C'est vraiment les spectateurs qui vont permettre au spectacle d'exister, qui vont nous permettre de le financer et puis de financer les suivants. Parce que comme vous le dites, tout est réel. Et par conséquent, il n'y a pas d'économie numérique où en fait on va créer des décors digitaux ou tout. Non, en fait, c'est vraiment à l'ancienne finalement. Donc c'est quelque chose d'un peu nouveau, mais j'aime aussi bien dire que c'est quelque chose d'un peu archaïque à l'ancienne, puisqu'effectivement, on va devoir investir dans les grands métiers du cinéma, l'accessoirisation, le décor, les menuisiers, les peintres en décor. C'est tout un peu les métiers du cinéma qui viennent à nos côtés, et on va recréer comme ça avec toute mon équipe un écrin véritablement dans lequel on va développer tous les décors et dans lequel les spectateurs vont déambuler. Et ce qui rend absolument féerique ce spectacle, en tout cas que j'ai vu, ce parcours spectacle. Et donc en ce moment, il y a aussi La Belle et la Bête au château de Maisons-Laffitte. Et comment est né ce spectacle? Pourquoi la Belle et la Bête là-bas, dans ce château? Eh bien en fait, le Centre des Monuments Nationaux, donc le Centre des Monuments Nationaux, c'est une administration qui a la gestion d'une centaine de monuments de l'État, de la nation, et qui sont des pépites. On a les tours de Notre-Dame, le Panthéon, le Mont-Saint-Michel, qui sont parmi l'Arc de Triomphe, qui sont parmi les monuments les plus emblématiques. Et il y a plein d'autres monuments exceptionnels, des pépites parfois inconnues sur le territoire, telle maison, tel château, le château de Carouge, Bussy-Rabutin, enfin il y en a une centaine comme ça, il y a des grottes aussi. Et il y a des châteaux merveilleux et des châteaux parfois méconnus du grand public que le centre a à cœur de faire connaître, bien sûr. Et parmi ces châteaux, il y a le château de Maisons-Laffitte qui n'est pas si loin de Paris et qui est un château exceptionnel de par ses proportions, de par son histoire, sa qualité architecturale. On a vraiment des bâtis qui sont somptueux. Le château de Rambouillet, qui était un château présidentiel également, le château de Champs-sur-Marne, avec des collections extraordinaires. Et donc ces trois sites, Maisons-Laffitte, Rambouillet, Champs-sur-Marne, sont trois sites sur lesquels le Centre des Monuments Nationaux nous a demandé d'intervenir, d'inventer des histoires, de créer des communautés avec les gens du pays. Et donc quand je suis arrivé à Maisons-Laffitte, on a essayé d'imaginer un spectacle qui puisse aussi voyager de château en château. Cocteau est originaire de Maisons-Laffitte. On peut s'imaginer qu'il s'est perdu dans les jardins du château pour imaginer sa propre Belle et la Bête. Et puis, dans chaque château, il y a des choses qu'on a envie de saisir comme ça. Et au château de Maisons-Laffitte, il y avait notamment tout un tunnel tout à fait mystérieux qui débouche dans les douves. Et quand on avait fait les premières visites, l'administratrice d'alors m'avait dit « Oh, mais il y a un tunnel, mais c'est pas très intéressant. » Je dis « Un tunnel, mais c'est toujours intéressant. Un tunnel, allons le voir. » Le tunnel débouchait dans un bosquet d'arbres, au fond d'une forêt, au pied d'une église. Enfin, un truc improbable, parce qu'en fait, vous êtes à 10 minutes du RER, vous sortez, vous arrivez dans le château magnifique, et puis les spectateurs, comme ça, vont descendre dans un bosquet d'arbres, et puis là, au milieu des arbres, il y a la bouche béante d'un grand tunnel qui s'ouvre, on ne sait pas ce que c'est. Alors, on a illuminé ce tunnel de bougies, les gens remontent ce tunnel-là, on arrive dans les douves du château qu'on a rempli de sapins, on a recréé une forêt, puis ensuite, on arrive dans les cuisines du château. Et en fait, La Belle et la Bête, c'est parfaitement glissé dans ce lieu. Moi, je l'ai écrit pour Maisons-Laffitte, et en fait, on est dans un château de la démesure. Et quelque part, tous les châteaux dans l'imaginaire collectif sont un peu celui de La Belle et la Bête, parce que les gens ont ce conte en eux. C'est ce qui est intéressant quand on travaille avec des monuments qui sont puissamment ancrés par défaut dans l'imaginaire collectif, parce que c'est l'imaginaire du château, et des contes qui le sont également. Et donc on crée ce lien de rencontre, et ça a merveilleusement marché pendant 3 ans. C'est les derniers moments où on peut voir ce spectacle au château de Maisons-Laffitte, avant qu'on en invente un nouveau spectacle là-bas. Et c'est très impressionnant de voir comme on arrive à un point de rencontre entre un monument, une histoire,
et une communauté de celles et ceux qui portent et qui donnent vie à ces spectacles. Bien sûr, et en ce moment aussi, il y a le Noël des siècles au château de Champs-sur-Marne et il y a le fabuleux Noël au château de Rambouillet. Voilà, Hein. même histoire à chaque fois, où Ouais. là, sur ces spectacles, à Champs-sur-Marne et à Rambouillet, qui sont aussi des monuments d'exception, on a des Noëls un peu plus historiques, puisqu'on va raconter 3 veillées de Noël à travers l'histoire. Donc un Noël avec la reine Marie Lesinska, dont on raconte qu'elle a importé la tradition du sapin de Noël. Un Noël avec Sarah Bernard, où on va apprendre que les pommes qui habillaient anciennement les arbres de Noël, à cause d'une gelée, ont été remplacées par des boules rouges, des boules en verre. Et puis un Noël au milieu des années folles avec Ernest Hemingway. Et à chaque Noël, des personnages un peu fantastiques qui incarnent cet esprit de Noël et qui vont être tour à tour le mage Melchior, Saint-Nicolas, et puis cette figure connue de tous, le Père Noël. Mais que ce soit le sapin, que ce soit ces personnages un peu mystérieux, la tradition des cadeaux de Noël, les papillotes, toutes ces choses-là, en fait, ces spectacles sont l'occasion de raconter d'où viennent ces traditions, d'où viennent ces histoires, et en fait d'enchanter avec un peu d'histoire les Noëls qu'on vit aujourd'hui, pour que chacun se rappelle que ça ne vient pas de nulle part et que ça a traversé les siècles, comme les monuments, comme les châteaux, comme les vieilles pierres, pour nous venir un petit peu en héritage. Et c'est l'occasion de fêter Noël avec un petit souvenir pour toutes les générations qui nous ont précédés et qui l'ont fêté avant nous. Oui, ça redonne du sens à Noël, hein, quand Absolument. on découvre les papillotes, d'ailleurs, dans le spectacle qui est à l'hôtel particulier. Et dans cet hôtel particulier, ce qui est très touchant aussi, alors vous allez nous raconter vos partenariats, les papiers peints. Les papiers peints sont absolument magnifiques. Et puis la maison des papillots dans le spectacle, mais Ouais. qui est la maison du fou, il me semble. Voilà, comment travaillez-vous avec eux Oui, 2 maisons dont on est très fiers. La maison Papier de Paris, pour tous les papiers peints. Ils refont des papiers peints 18e, 19e, de très très belles factures. C'est des choses magnifiques et c'est ce qu'on retrouve sur les murs de l'hôtel. Et ça fait vivre les murs de cet hôtel particulier. Et puis, autre savoir-faire français, dans la confiserie, la maison du fou, qui crée toutes les papillotes qu'on offre, puisqu'on raconte l'histoire de la papillote avec un petit mot personnalisé. Ces 2 maisons, ce sont des maisons françaises, des maisons de savoir-faire français qui travaillent à la clette, avec des boutiques à Paris, Dijon et ailleurs pour la Maison du Fou, et à Paris et dans le monde entier pour Papier de Paris. C'est vraiment un savoir-faire et des productions locales, un savoir-faire français et de très très haute qualité. Maison du Fou, Maison Papier de Paris pour des intérieurs et des goûts exceptionnels. Et c'est une joie de travailler avec ces maisons françaises. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Charles Mollet, pour cette présentation de votre production et de tous vos parcours spectacles. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et au mois prochain pour d'autres aventures. À bientôt dans Scène en Lumière.